Parlez au micro, s'il vous plaît. Je suis très content d'être ici, car j'aime beaucoup enseigner et montrer les techniques chirurgicales en Chine. Et c'est la raison pour laquelle j'ai visité 53 hôpitaux différents en Chine au cours des 10 dernières années. Mais c'est dans cet hôpital, à Paris, que j'ai passé l'essentiel de mon existence. Alors, étant un chirurgien cardiaque, je vais vous parler de belles histoires de cœur. Et cette diapositive montre un jeune couple extrêmement amoureux. Ils vont bientôt se marier. Ce que vous ne pouvez pas découvrir en regardant cette photographie, c'est que le jeune homme, en fait, a été hospitalisé 2 mois plus tôt pour une insuffisance cardiaque gravissime et que sans une intervention chirurgicale, il serait mort. Il vit grâce à un ventricule artificiel. Une deuxième histoire que je trouve très belle. Tout à fait par hasard, dans un hôtel, dans une ville en Chine, je regardais les news, CNN, et j'ai vu Dick Cheney. C'était en 2011. Et c'était une interview au sujet de la guerre en Libye. Et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il y avait là quelque chose d'inhabituel. Et c'est le câble qui réunit le cœur artificiel et la batterie qui permet d'actionner le cœur artificiel. Et Dick Cheney vit comme ministre des Affaires étrangères américain avec un demi-cœur artificiel, et il a vécu comme ça pendant près de 3 ans. Alors ces 2 photographies montrent parfaitement bien qu'il existe une solution au problème de l'insuffisance cardiaque. Alors ce problème de l'insuffisance cardiaque, c'est un problème énorme. Et en Europe, l'insuffisance cardiaque est le killer number 1. C'est le plus grand tueur, bien avant le cancer. Et si on regarde les chiffres, on ne peut être qu'impressionné. Il y a 14 millions de malades qui souffrent de cette maladie en Europe. Il y en a presque 4 millions de plus chaque année. Ce qui fait qu'en 2020, il y aura 30 millions de malades qui seront porteurs d'une insuffisance cardiaque. Et ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est que 40% d'entre eux vont mourir dans l'année qui suit leur hospitalisation. Il s'agit donc d'une maladie fréquente et d'une maladie extrêmement grave. En Chine, c'est exactement le même problème. Et les maladies cardiovasculaires sont le killer number 1 de la population, bien avant les maladies pulmonaires et bien avant le cancer. Le gros problème est que tous ces malades qui présentent une insuffisance cardiaque ne meurent pas tout de suite. Vous avez entendu parler hier du paradoxe cardiaque. Ce sont des malades qui devraient mourir à l'occasion d'un accident aigu et qui, grâce au progrès de la médecine, vont survivre. Mais ils survivent avec une infirmité qui est leur insuffisance cardiaque. Et progressivement, celle-ci devient de plus en plus préoccupante. Et c'est ce que nous appelons le end-stage cardiac failure, l'insuffisance cardiaque au stade terminal. Alors si on regarde les chiffres, on est impressionné. Il y a entre 100 et 270 000 malades dans cette situation en France. Et entre 2 et 6 000 d'entre eux vont mourir dans les quelques mois qui suivent le diagnostic. On estime qu'il faudrait pouvoir faire entre 600 et 1800 transplantations cardiaques pour leur permettre de survivre. En Chine, les chiffres sont très impressionnants. Il y a près de 3 millions de nouveaux cas
d'infarctus du myocarde par an. Il y a plus de 2 millions de malades chinois porteurs de lésions des valves cardiaques. Il y a presque 2 millions d'enfants porteurs de cardiopathie congénitale. Et si on cherche à calculer le nombre de transplantations cardiaques qu'il faudrait faire en Chine, on arrive à ces chiffres entre 13 000 et 33 000 malades, c'est-à-dire quelque chose de totalement irréalisable. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en 2014, cette insuffisance cardiaque ne signifie plus, comme il y a quelques années, la fin de la vie. On peut dire aujourd'hui que lorsque l'on fait un diagnostic d'insuffisance cardiaque, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est une nouvelle vie qui commence parce que nous savons aujourd'hui comment apporter un soutien au cœur, un soutien à la fonction mécanique du cœur. Nous savons comment réhabiliter ces malades qui sont extrêmement détériorés et nous savons organiser les soins autour du malade. En d'autres termes, il n'y a plus aujourd'hui un cardiologue dans un coin, un chirurgien dans un autre coin, un kinésithérapeute dans un troisième endroit. Tout le monde travaille autour du malade. Alors ceci correspond à ce qu'on appelle un changement fondamental de paradigme. On évolue en effet de la notion de thérapie de remplacement, incluant la transplantation cardiaque et le cœur artificiel, vers autre chose. Alors pourquoi faut-il évoluer? Parce que la transplantation cardiaque n'est pas la solution de l'insuffisance cardiaque. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plus de 15 000 malades en Chine qui attendaient une transplantation cardiaque. Ceci est irréalisable. Et le cœur artificiel aujourd'hui n'existe pas. Il est encore au stade de l'investigation clinique. Alors ce changement de paradigme consiste à évoluer de la notion de remplacement à la notion de soutien fonctionnel et d'une intégration de ce soutien fonctionnel dans une approche globale du malade. C'est ce qu'on appelle la médecine holistique. Alors qu'est-ce que veut dire ce soutien fonctionnel? Eh bien, vous avez là le ventricule malade. Il s'agit de lui mettre un moteur, et ce moteur va permettre de vider le ventricule et d'éjecter le sang dans l'aorte. Il y a donc un court-circuit du cœur malade et le remplacement de la fonction cardiaque malade par la fonction d'une pompe. Alors le grand jeu consiste à réduire de plus en plus la taille de ces pompes. Il y a 20 ans, j'avais eu la chance d'être le premier à utiliser ce type de demi-cœur artificiel. Et ce malade, Jean-Louis Renaud, qui était un solide fermier, vous pouvez constater qu'il a une morphologie particulièrement consistante. Et je n'avais eu aucune difficulté à implanter chez ce malade cette grosse pompe. Et 20 ans d'expérience nous ont appris quoi? Ils nous ont appris que cette pompe est beaucoup trop grosse, que cette pompe est beaucoup trop bruyante, et enfin que cette pompe est beaucoup trop dangereuse. Parce qu'elle est grosse, il y a un risque d'infection, et parce qu'elle est grosse, il y a un risque d'embolisation et de lésion du cerveau due à des emboles cérébraux. Alors le jeu consiste à chercher à miniaturiser, et c'est ce que j'appelle la recherche de small is beautiful. Small est toujours beautiful. C'est quelqu'un de grand qui vous dit ça, et je suis toujours très impressionné par ce qui est petit. Et small beautiful, ça signifie une recherche technologique extrêmement avancée qui permet de réduire la taille des ventricules, celui-ci est le tiers de celui-là, et d'arriver finalement à des pompes qui sont de la taille d'une pièce de monnaie américaine.
Voici la turbine et voici le housing de la turbine. Donc, small is beautiful pour la pompe, mais small is beautiful aussi pour la chirurgie. Dans le temps, il y a quelques années, on utilisait pour accéder au cœur de très grandes incisions. C'est ce qu'on appelle une sternotomie, où on ouvre le malade de haut en bas. Ceci est extrêmement agressif et aujourd'hui, nous savons faire beaucoup mieux. Nous savons implanter la pompe dans le ventricule gauche à travers une toute petite incision ici et de l'autre côté, une deuxième petite incision pour avoir accès à l'aorte, là où nous allons pousser le sang. Mais ce qui est absolument stupéfiant et qui était inimaginable il y a quelques années, c'est que bientôt il n'y aura pas de chirurgie du tout et nous commençons aujourd'hui à utiliser des pompes que l'on peut introduire sous anesthésie locale, sans anesthésie générale, très facilement par une simple ponction veineuse. Alors le deuxième aspect de ce changement de paradigme, c'est l'approche holistique. Alors je suis très à l'aise de parler de ça en Chine, car la médecine traditionnelle chinoise a parfaitement montré les interactions qu'il y avait entre le cœur, Huo, et le rein, les poumons, le foie. Et ces interrelations sont de différents types. Il y a des interrelations qui imposent et il y a des interactions de compétition. Et on se rend compte quand on s'occupe des malades en insuffisance cardiaque, on se rend compte du bien fondé de ce schéma extrêmement ancien. Un exemple. Alors, cette approche globale va comprendre la prise en charge du malade extrêmement tôt, avant qu'il ne soit malade. Et il est un non-sens aujourd'hui de parler de l'insuffisance cardiaque sans parler de la promotion de la bonne santé. Le régime, le contrôle de l'hypertension, l'exercice physique, la politique anti-smoking, telle que nous l'avons vu décrite ce matin, sont extrêmement importants. Le deuxième point extrêmement important, c'est de choisir un traitement qui est particulier, qui est décidé en fonction des caractéristiques du malade. Et ces caractéristiques du malade, c'est est-ce qu'il accepte ce type de traitement? Il y a des malades qui refusent que l'on prenne en charge leur maladie et il y a des malades qui ne peuvent pas financièrement accepter le coût de cette maladie. Et enfin, l'approche de ce malade ne peut pas être déconnectée d'une politique de santé globale. Et c'est tout le problème de l'accessibilité pour tous. Est-ce que le malade qui habite à Lanzhou, Zhejiang, est-ce qu'il a la même chance que le malade qui habite à Beijing? Et ceci, pour nous, médecins français, cet accès, cette égalité d'accès aux soins est extrêmement important. Et la dernière chose qu'il faut considérer, c'est le coût de la prise en charge de tous ces malades et ne pas oublier qu'il y a d'autres problèmes, la dialyse chronique, les problèmes de réhabilitation cérébrale. Alors cette médecine holistique, la nécessité de cette médecine holistique est parfaitement illustrée par ce malade. Ce malade a un cœur qui marche parfaitement bien parce qu'il a une pompe. Vous voyez le câble et vous voyez la batterie. Cependant, ses muscles sont fragiles. Vous voyez qu'il n'a pas encore récupéré la mine, la face de quelqu'un en bonne santé. Il a besoin d'une prise en charge médicale qui, pour nous médecins, est totalement nouvelle. Il y a des problèmes d'endocrinologie, des problèmes de réadaptation, il y a des problèmes de qualité du soutien psychologique. Bref, il y a énormément de problèmes. Et ces problèmes ne peuvent être réglés que dans une organisation hospitalière qui est dédiée au traitement de ce type, au traitement de ces malades. Alors, quel est le résultat de cette nouvelle approche? Eh bien, il est représenté sur cette diapositive. Les courbes représentent les taux de survie des malades après 1 an. Et l'on voit qu'après 1 an, il y a quelques années, nous avions 75% des malades survivants, alors que maintenant, à 1 an, nous avons des résultats
de l'ordre de 90 à 95% de survie. Alors ceci explique cette diapositive qui montre l'explosion du nombre de malades qui bénéficient de ce type de technique. Dans le monde, au mois de septembre dernier, il y a eu 17 000 malades qui ont bénéficié de cette technique, 5 000 vivent depuis plus d'1 an, 3 000 depuis plus de 2 ans, et ce qui est intéressant, 300 depuis plus de 5 ans, et plus d'une dizaine depuis plus de 8 ans. Ce qui veut dire que ces traitements permettent des survies prolongées et de bonne qualité. Alors on peut être optimiste, mais il faut surtout être réaliste. Et il faut se rendre compte qu'il y a encore beaucoup de progrès à réaliser. Alors quels sont ces progrès? Je dirais que le premier progrès, c'est le teamwork, c'est le travail en équipe. Et je passe mon temps en Chine à expliquer que le chirurgien ne peut pas travailler tout seul, qu'il doit travailler en harmonie avec le médecin cardiologue, avec le médecin anesthésiste, avec les médecins réhabilitateurs. Et cette notion de teamwork dans une structure dédiée, eh bien l'expérience prouve qu'elle est difficilement acceptée. Et il est facile de dire qu'il faut travailler en équipe, il est plus difficile d'organiser une bonne équipe. Le deuxième point, c'est qu'il faut toujours prendre des décisions très tôt. Rappelez-vous quelque chose, et c'est vrai pour tout ce qui se passe dans la vie. Tôt n'est jamais trop tôt, mais tard est toujours trop tard. Donc il faut faire très attention au timing des décisions et attendre quelquefois 1 mois ou 2 pour essayer de gagner du temps est un non-sens. En cherchant à gagner du temps, on réduit les chances de succès du traitement. La troisième chose, c'est que small is beautiful et smaller is even better. C'est plus c'est petit, mieux c'est. Et je voudrais vous montrer de quelle manière, juste un aparté pour vous montrer que je passe tout mon temps en Chine en ce moment à faire de l'enseignement, à organiser des meetings sur le problème du cardiac failure. Et ceci est une photo qui date d'il y a 2 ans. C'était le 3e congrès international cardiac failure que nous avions organisé à Pékin avec le 3e hôpital de l'Université de Pékin. Alors je vous dis que smaller is even better. Plus c'est petit et mieux c'est. Et voilà, à mon avis, le summum de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est une réalisation chinoise. C'est une percée technologique incroyable. Au lieu d'utiliser une pompe ici, vous allez mettre dans l'aorte, à l'intérieur de l'aorte, une hélice, comme une turbine d'avion. C'est la même chose. Elle va être actionnée par un champ magnétique qui est produit par un moteur. Et ce champ magnétique n'est pas situé, la source du champ magnétique n'est pas située dans le corps, il est situé à l'extérieur. Il est porté par le malade dans une veste et là, il y a une connexion entre le moteur et la pompe qui est à l'intérieur. Ce qui veut dire que ce câble dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, ce câble devient inutile et le malade gagne une indépendance totale. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de complications infectieuses. Et il n'y a par ailleurs plus de complications emboliques car il n'existe aucun point de contact entre la turbine et le vaisseau. Cette turbine flotte dans l'aorte. Alors, ceci est une réalisation de Beijing University of Technology et j'ai la chance de participer à ce programme qui avance actuellement bien et nous faisons des expérimentations animales actuellement. Alors voilà la turbine, elle fait 30 mm de long, elle fait 18 mm de diamètre et elle tourne à une vitesse de 25 000 tours minute et elle flotte dans l'aorte. Alors je terminerai mon propos en essayant de vous dire, en vous disant que j'ai essayé de vous convaincre que l'insuffisance cardiaque aujourd'hui n'était plus une maladie aussi effroyable qu'avant, que ce n'était plus la fin de la vie, mais que c'était probablement grâce à l'assistance, grâce à ce support fonctionnel, utilisé tôt dans une équipe qui est dédiée à ce type de problème, eh bien le malade était au début d'une nouvelle vie.
Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Parfait. Bien entendu. Des questions dans la salle, s'il vous plaît, pour le docteur Loisance, concernant le cœur artificiel. Sinon, moi, je vais commencer, Daniel. Ah, s'il y en a une première. On a la chance. Nous avons la chance d'avoir le professeur Chongqing Gao. Le professeur Gao est l'un des chirurgiens cardiaques leaders en Chine. Il est le président de 301 Hospital à Pékin et c'est un expert dans le domaine du traitement chirurgical de l'insuffisance cardiaque. Gao. Merci beaucoup. Can you make some comment? Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je suis très content d'avoir cette opportunité d'écouter. Donc, je suis venu de l'hôpital 301. Je suis aussi l'académicien de l'Académie de médecine française. Je suis invité par Daniel, qui a fait un brillant exposé tout à l'heure. On sait que Daniel, dans ce domaine, sur le plan international, il a de renommée internationale en Chine. Dans ce domaine, il a fait beaucoup de choses. Il a formé beaucoup de jeunes médecins. Il a beaucoup contribué, grandement au développement de la chirurgie de cardiaque depuis le début de la politique de réforme d'ouverture. Il a beaucoup contribué au resserrement des liens sino-français. Donc, grâce à lui, l'année dernière, j'étais devenu un membre de l'Académie française. Je voudrais demander au professeur Daniel, dans l'avenir, dans les 5 à 10 ans, on a le heart failure, donc la défaillance cardiaque, il y a beaucoup de cas en Chine. La transplantation, donc c'est toujours... il y a très peu de greffons. Donc, alors, il y a beaucoup de cas en Chine, à part ce VAD, donc le cœur artificiel. Est-ce qu'il y aura d'autres voies est-ce qu'il y a d'autres voies possibles, pistes de réflexion possibles pour résoudre ce problème? Je vous remercie, professeur Gao. C'est une très bonne question. Oui, il y a d'autres pistes. Et en vérité, l'objectif ultime de l'utilisation de ce type de pompe est d'attendre la récupération du cœur. Et en utilisant des nouvelles molécules, des nouveaux agents comme des gènes, ou en utilisant les techniques de thérapie cellulaire, il est possible de promouvoir la rénovation du myocarde, c'est-à-dire du muscle cardiaque. Alors, nous savons que c'est possible. Expérimentalement, nous avons la preuve que le myocarde, le muscle cardiaque, peut récupérer. Et c'est un problème de timing. Pour récupérer, il faut attendre les délais de croissance de ces nouvelles cellules. Donc, dans cette période d'attente, il faut un système qui permette aux malades de vivre normalement. Mais ces recherches sur la rénovation tissulaire, sur la récupération du myocarde sont en cours et elles sont particulièrement en cours en Chine, puisque la Chine est un pays leader dans le domaine de la thérapie cellulaire sur l'insuffisance cardiaque. Il y a, comme vous le savez, des programmes de recherche clinique actuellement en cours et les résultats sont tout à fait gratifiants. Et vous connaissez certainement les travaux du professeur Zhu Ze, qui est à l'Académie des sciences de Chine et qui est le grand leader de ces travaux. Daniel, si je peux te poser une petite question, c'est que simplement, moi je suis transplanteur de reins et il me semble que l'épisode ressemble à ce qu'on a eu en transplantation rénale il y a quelques années et c'est le président de la Société européenne de transplantation qui se pose la question, moi-même. Comment est-ce que ce cœur artificiel s'intègre avec la transplantation sur le plan programme? Vous avez des résultats à 67% de survie, transplanté ou cœur artificiel. Aux États-Unis, tout le monde passe par un stade de cœur artificiel
avant d'être transplantés, et semble-t-il les résultats sont meilleurs. Comment est-ce qu'on considère ça comme un bridge to transplantation ou bien comme une façon d'emblée? Comment vous combinez, nous en rein on sait comment faire, entre la transplantation et le rein artificiel, comment vous faites-vous pour les mêmes utilisations du cœur artificiel versus la transplantation? Comment vous managez les choses? Ben, la bonne recherche clinique qui est réalisée autour de ça montre des résultats qu'on n'attendait pas du tout. On ne s'attendait pas à ce que, lorsqu'on fait une transplantation cardiaque sur un malade qui a été maintenu en vie pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans avec ses ventricules, on ne s'attendait pas à ce qu'il ait des résultats meilleurs que ceux que l'on observe dans la transplantation cardiaque de première intention. Donc ça a été la première surprise. Et la deuxième surprise est encore plus colossale. C'est qu'en termes de coût-efficacité de la prise en charge du malade, on réduit considérablement le coût, du traitement du malade. Et il y a une étude qui a été publiée le mois dernier sur une population de malades anglais qui montre l'économie en termes de dépenses que représente ce type de concept. Alors, quelle est la place respective de l'un ou de l'autre? Actuellement, ils sont complémentaires, indiscutablement. Mais très vite, le ventricule artificiel, quand il aura montré ses résultats excellents à long terme, viendra concurrencer directement la transplantation et il y aura des malades candidats à la transplantation, d'autres candidats à un ventricule artificiel. Ce ne seront pas les mêmes. Ce ne seront pas les mêmes malades.